Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Bénin. Voici pour vous le sommaire du 6 au 10 mai prochain. Cotonou accueille la 33e réunion de la Commission africaine de certification de la poliomyélite. L'initiative donc de soutenir plusieurs maladies, plusieurs partenaires. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires, à savoir le MES, l'UNICEF, l'USAID, le Rotary Club International. Plusieurs pays présents participent à ces assises. Ensuite, le conseil communal de la commune de Dango a tenu sa deuxième session ordinaire pour le compte de l'année 2024. Au cours de ces 3 jours de réflexion et d'analyse, la question du plan de développement communal 4e génération, l'installation des agents de santé communautaire qualifiés et bien d'autres sujets concernant le développement de Dango ont été abordés. Et puis enfin, 19e édition du Festival des Agoudiers. C'est 3 jours de manifestation pour mettre en valeur le patrimoine des Agoudiers. C'est un rendez-vous annuel de promotion et de valorisation du riche patrimoine des Amazones. Un moment pour les participants de revisiter le parcours inspirant de ces braves femmes qui ont marqué l'histoire du Daroubé. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Cotonou accueille du 6 au 10 mai prochain la 33e réunion de la Commission africaine de certification de la poliomyélite. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires, à savoir l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, le Rotary Club International. Plusieurs pays présents participent à ces assises qui se tiennent à Golden Tulip, à Cotonou et Stetofa. Pour les détails. Cette 33e réunion de la Commission africaine de certification de l'éradication de la poliomyélite rassemble à Cotonou plus de 115 experts en santé venus d'Afrique et du monde entier. Le but de cette réunion est d'examiner les progrès et défis auxquels sont confrontés l'Afrique dans sa riposte contre la maladie. D'importants efforts ont été fournis, faisant passer l'incidence de la poliomyélite de 350 000 enfants paralysés à chaque année en 1988 à 523 en 2023. En dépit de ces résultats élogieux, nos pays se trouvent toujours sous la menace de cette vague d'épidémie de poliomyélite, de l'existence de poches d'enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés, qui vivent au sein de nos populations et qu'il convient de dénicher, de protéger avec les vaccins qui nous ont permis d'atteindre de bons résultats. 6 pays sont représentés à ces assises qui durent 5 jours. Il s'agit du Bénin, du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine. Les raisons de choix de ces pays incluent les épidémies en cours dues à la circulation continue des variants de poliovirus de type 2, ainsi que les défis de surveillance, on a même des virus orphelins, dans un environnement souvent complexe ayant un impact sur la riposte. Le Bénin a été choisi comme site de la réunion en raison du contexte épidémiologique ayant connu des épidémies de poliovirus variants depuis 2019 et de sa proximité directe avec des pays à haut risque. Je voudrais ici réitérer l'engagement et la disponibilité du gouvernement du Bénin à poursuivre efficacement la lutte contre la polio et interrompre la circulation du poliovirus sur toute l'étendue du territoire national. Je nourris l'espoir que grâce à nos efforts communs, grâce à nos plaidoyers communs, des solutions plus pérennes seront trouvées pour une lutte plus efficace contre la poliomyélite sous toutes ses formes. La Commission africaine de certification et de l'éradication de la poliomyélite est une organisation indépendante chargée de superviser les actions menées par chaque pays dans la région Afrique dans leur processus d'éradication du poliovirus. Sa 33e réunion coïncide avec la 50e année d'introduction du vaccin contre la polio.
Ce lundi 6 mai 2024 a démarré sur l'ensemble du territoire national l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 2024. Dans le département du littoral, les épreuves sont officiellement lancées par le ministre de l'Enseignement secondaire et technique de la formation professionnelle. À ses côtés, pour accomplir cette tâche, plusieurs acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Dans ce centre, 1400 candidats planchent pour cet examen. Ingrid Dey, Moufid Sabouran. Ils sont plus de 12 000 candidats répartis dans 18 centres à plancher sur le plan national pour le compte de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 2024. Ici, à Cotonou, dans le département du littoral, la composition se déroule dans les lycées techniques Pondéou et Koulibaly où le top est donné par le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. 1400 candidats planchent dans le centre pour cet examen. Et dans le département du littoral, nous avons au total 2898 candidats qui composent dans 8 filières. Ici au lycée, nous avons 5 filières et au lycée Pondéou, nous avons également 6 filières. Comme à chaque édition, le nombre de candidats ne cesse de croître depuis 2016, une avancée du gouvernement qui fait de l'enseignement technique et de la formation professionnelle son cheval de bataille. En témoignent les nombreuses réformes entreprises dans ce sens. Nous avons plus de 12 000 candidats cette année. Je vais préciser que 12 000, ça fait pratiquement 4 fois le nombre d'inscrits en 2016. Vous constatez ma grande satisfaction par rapport donc à cette courbe ascendante. Le gouvernement s'est employé à mettre beaucoup d'efforts dans la formation technique et professionnelle. Nous avons mis en place la stratégie nationale de l'ETFP. Nous travaillons à faire en sorte que nous ayons plus d'apprenants dans la formation professionnelle, 70%. Et vous voyez qu'avant même que toutes les infrastructures ne soient mises en place, que le peuple nous accompagne. Démarré ce lundi 6 mai 2024, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle se poursuit jusqu'au jeudi prochain. 3 jours pour certains et 4 jours pour d'autres, selon leur spécialité. Sciences et techniques industrielles, métiers des arts, économie familiale et sociale ou hôtellerie, restauration. Tout le monde vous souhaite 100% de réussite. Et puis parlons leadership féminin à présent avec le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, qui ouvre le bal des sessions pour ces commissions thématiques. Celle qui s'occupe du leadership politique féminin a réuni un atelier, bien entendu, des élus pour réfléchir sur les meilleurs mécanismes de renforcement des capacités des femmes en leadership féminin. Les travaux se sont déroulés à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Voici les détails avec Narcisse Alossé. Autour de cette table dressée dans les locaux de l'hôtel Bel Azur à Grand Popo, des femmes élues communales et des représentants d'organisations intervenant dans les questions d'épanouissement de la gente féminine au Bénin. Ils y ont été conviés par les responsables du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, pour scruter l'univers de renforcement des capacités des filles et des femmes. Si le monde est injuste envers la femme, l'arène politique l'est encore plus. Et c'est un secret de polichinelle qu'au Bénin, malgré les progrès, la femme demeure moins représentée dans les instances locales et nationales de décision. Face à ce tableau, il faut œuvrer à combler les écarts à travers l'ouverture d'un débat pour un équilibre dans les positionnements de ces assises, placées sous le thème « L'importance du renforcement des capacités dans le développement du leadership féminin ». Mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer de la ferme volonté du bureau exécutif, des présidentes des commissions thématiques et de l'engagement de chacune des élus communales et municipales de travailler résolument à l'amélioration significative du taux de représentativité des femmes dans les instances locales et nationales de décision. Pour y parvenir, ces hommes et femmes se sont offerts 2 jours
pour faire l'état des lieux des initiatives de valorisation et de promotion des droits politiques et socio-économiques des femmes. Ils ont ensuite réfléchi sur les meilleurs mécanismes de renforcement des capacités des femmes en leadership féminin. Un exercice fait autour d'une série de communications et qui leur a permis de définir de nouvelles perspectives pour une nouvelle orientation. Ce n'est pas tout de bien commencer. Il faut savoir finir, a prévenu Jacques Chardon. À sa suite, permettez-moi d'ajouter que le début n'est pas encore l'arrivée. Il est donc important que vous mainteniez l'exemplarité de vos débats, que jaillissent les idées à traduire en action, car il est vraiment temps de mettre en œuvre des actions pour mettre fin au faible taux de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Le bal des sessions est ainsi ouvert pour les 10 commissions thématiques que compte le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin. Un réseau qui a vu le jour en décembre 2023 et qui s'est assigné pour mission de porter la voix des femmes élues locales du Bénin dans toutes les instances au niveau national, régional et international. Instituée pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes a été célébrée en différé par le réseau des jeunes femmes dynamiques d'Akasato, placé sous la présidence de l'honorable Edmond de Fontan. Cette célébration a été marquée de plusieurs temps forts, dont une communication sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Elle s'est déroulée à Kassato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici les détails. Elles sont toutes vêtues élégamment pour la circonstance. Par cette grande mobilisation, les jeunes femmes dynamiques d'Akasato répondent à l'appel de l'honorable Edmond Fonton pour une célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes. Il y a lieu de relever que le rythme de l'investissement en faveur des femmes s'est accéléré déjà au Bénin à partir de 2016, avec l'avènement de son Excellence le président Athanase Guillaume Talon, grâce à qui des actions significatives ont été posées pour la protection et l'épanouissement des femmes. Cet événement a été rehaussé par la présence de plusieurs autres députés à l'Assemblée nationale et des autorités de la commune d'Abomey-Calavi. C'est une journée de réflexion et non de fête. Une journée où les femmes doivent repenser à elles-mêmes. Une journée où les femmes doivent se donner de la valeur pour que, à partir d'aujourd'hui, on puisse revoir, on puisse voir une femme à côté des hommes. Au cours de cette rencontre festive, une communication a été présentée sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, des problèmes de santé qui décime la couche féminine. Alors effectivement, voilà un mal qui ronge la femme silencieusement. Parfois, les femmes n'ont pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes, de savoir qu'il y a des gestes simples à faire pour éviter, par exemple, le cancer du sein. Le cancer du sein, déjà la palpation, c'est très important. Nous avons apprécié l'enseignement sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Nous avons pris acte et nous allons pratiquer tout ce qu'on nous a appris. La joie qui nous anime est que notre honorable, elle nous écoute à tout moment. Elle aime ce que nous lui proposons, ce que nous lui disons. Elle pratique tout en son temps. Pour rappel, le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes est intitulé « Investir en faveur des femmes ». Un ballet et plusieurs prestations artistiques ont marqué cette célébration. Elle s'est achevée sur un partage de repas. Et puis notre célébration dans cette édition, le journaliste est par excellence celui-là qui cherche et donne l'information de la télévision à la radio en passant par la presse écrite ou autre. Il se doit de faire son travail en toute liberté selon les codes de déontologie propres à son métier dans l'Atakoura comme dans les autres départements. Ils sont nombreux à exercer ce métier avec passion. Comment travaillent les professionnels des médias du département de l'Atakoura? Arrive-t-il à faire le travail librement en collaboration avec les autorités locales et les populations? Éléments de réponse dans ce magazine.
Vendredi 3 mai 2024, il est 9h à la radio communautaire Nanto FM de Natitengou. Comme tous les matins, ses confrères journalistes en conférence de rédaction scrutent les différents sujets à tourner pour meubler leurs journaux parlés. C'est donc ainsi que tous les jours, les professionnels des médias de cette zone du Bénin bataillent pour offrir aux populations l'information. Un métier assez complexe, mais passionnant. Bon, c'est un métier très intéressant, un métier par lequel les gens te donnent un nom, même si tu n'as rien, tu te sens quand même dans ton assiette. Quand on dit journaliste, on pense que tu peux à tout moment aller saluer le président sans qu'on ne t'interrompe même au portail. Pour moi, le métier de journaliste, c'est une passion. C'est un métier dans lequel j'investis beaucoup parce que c'est une passion. Je ne saurais l'expliquer, c'est une passion pour moi. Une passion, mais qui nécessite des sacrifices. Être journaliste et concilier ça avec la famille, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment très difficile. Parfois, les enfants veulent que tu restes avec eux, s'amuser en tant que mère. Or, le devoir t'attend là-bas. Tu es obligé de les zapper et aller répondre aux obligations de ton service. Outre ces quelques exigences, l'autre problème du journaliste de la Takora est l'accès à l'information. Pour trouver l'information, c'est tellement difficile, compliqué, parce que lorsque vous entendez dans les rumeurs que, par exemple, il y a eu attentat ou il y a le terrorisme quelque part, lorsque vous appelez les autorités, c'est difficile de vous confirmer ou infirmer ce qui est dit dans les rumeurs. Donc ça fait partie des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Même les promoteurs et responsables de presse ne sont pas épargnés par cette réalité. En tant que directeur et promoteur d'un organe de presse communautaire, l'accès à l'information publique, bien qu'étant un droit reconnu dans la Constitution béninoise, n'est pas la denrée la plus facile à obtenir. Les uns et les autres sont très réticents parfois à livrer certaines informations alors qu'elles sont vitales pour notre métier. Sans information, je ne sais pas s'il y aura de journalistes. Et donc, c'est pour dire que quelque part, le métier n'est pas le plus aisé. Ce n'est pas celui dans lequel on peut dormir sous ses lauriers. On est obligé de se remettre en cause tous les jours pour pouvoir avoir de l'information vraie à donner à nos communautés. Les difficultés que nous avons essentiellement, c'est vraiment l'accès à l'information. Parce que vous allez à des endroits donnés et même des autorités dont vous ne pouvez pas imaginer, hein, vous allez, on vous dit, ah, il faut que je reçoive l'ordre du haut. Et qu'en est-il de la liberté de la presse dans la Takora? La liberté de la presse, ça donne à réfléchir dans le département de la Takora. Je crois que ce n'est pas encore ça. Il y a que, je dirais que nous ne sommes pas véritablement libres. Et pourquoi? Nous ne sommes pas libres en ce sens que sur le terrain, il y a souvent de ces reportages ou bien de ces activités que nous menons, mais nous recevons la pression de ceux-là qui sont à des moments donnés impliqués dans certaines décisions. Je veux parler par exemple des responsables au niveau déconcentré qui à des moments donnés ne nous favorisent pas un certain nombre de tâches. Il y a des sujets parfois, quand vous voulez les aborder, il y a cette peur-là qui vous anime. Et quand vous vous hasardez vraiment à le faire, vous êtes très tôt interrompu. Cela ne va pas jusqu'à la répression parce qu'en amont, on vous a interdit. Et c'est à vous d'insister si vous voulez ou de vraiment vous arrêter. Mais il arrive que même quand vous voulez insister, vous avez en haut de vous quelqu'un qui est votre patron. Lui, il pourra toutefois retenir tout ce que vous avez fait comme effort de travail. Donc, quand on veut considérer cet aspect, on ne dira pas qu'on est totalement libre, puisque s'il y a cette forme d'oppression en amont, le journaliste n'est vraiment pas libre. Libre ou pas libre, les politiques, eux, profitent autant qu'ils le peuvent de la presse dans ce département. La presse
surtout au niveau de Nati Tengu, nous avons beaucoup eu. Nous bénéficions de votre position rapprochée, bien sûr, parce que vous êtes installés, vous êtes dans notre commune, et la presse nous permet de vendre beaucoup ce que nous produisons, ce que nous faisons, ce que nous réalisons pour le développement de la cité. Le journaliste est un acteur clé de développement parce que c'est grâce aux journalistes on met en valeur les réalisations au profit des communautés. Tout ce que nous faisons pour les communautés, c'est le journaliste qui relaie ça, qui partage l'information avec les communautés. Donc ils sont nécessaires pour l'information de la communauté, la sensibilisation de la communauté et l'information sur l'accès aux différents services qui existent dans la commune. Et c'est très important parce qu'ils contribuent aussi à la diffusion des décisions des différentes instances de décision de la commune. Les professionnels des médias de la Takora essayent donc autant que faire se peut et malgré les difficultés de chercher l'information et de la partager car par passion et conviction, ils peuvent se dire journalistes à vie. Dans la suite de cette édition, durant 3 jours, le conseil communal de la commune de Dangbo a tenu sa deuxième session ordinaire pour le compte de l'année 2024. Cette session s'est déroulée à la salle de délibération de la commune de Dangbo. Au cours de ces 3 jours de réflexion et d'analyse, la question du plan de développement communal 4e génération, l'installation des agents de santé communautaire qualifiés et bien d'autres sujets concernant le développement de Dangbo ont été abordés. Voici les détails. Au cours de ces 3 jours, des sujets pointus ont été abordés, notamment l'examen de la validation du rapport d'activité du Conseil de supervision pour la période de février à avril 2024, l'adoption du plan de développement communal PDC 4e génération et bien d'autres questions de développement. Cette session a été l'occasion pour accueillir les 7 agents de santé communautaire qualifiés mis à la disposition de la commune par le ministre de la Santé dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire. Nous avions assez débattu de beaucoup de choses, surtout le PDC 4e génération que nous avons ensemble adopté et dont le coût tend vers 6 milliards et demi comme ça. Nous avions travaillé à valider les rapports du conseil de supervision. Après leur présentation officielle, les agents de santé communautaire seront déployés dans les 7 arrondissements de la commune de Dangbo. Ils ont tous une mission bien spécifique. Leur rôle, c'est de superviser les activités des relais communautaires sur le terrain et également veiller à ce que les premiers soins, les soins de première ligne soient donnés aux ménages. Pour conduire efficacement les actions de développement dans la commune au cours du quinquennat 2024-2028, le conseil communal a adopté le PDC 4e génération financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. Il est axé sur plusieurs secteurs et focalise l'attention des filles et fils de Dangbo. Le conseil communal a également adopté le rapport d'activité du conseil de supervision. Un rapport qui retrace les activités menées durant les mois de février à avril 2024 par le secrétariat exécutif de la mairie. Le conseil communal a donc examiné les différentes activités menées par le conseil de supervision, notamment dans son rôle de contrôle des activités menées par le secrétaire ou le secrétariat exécutif de la mairie au cours des 2 précédents mois. Le conseil s'est également penché sur l'adoption du plan de développement communal 4e génération de la commune de Dangbo, le PDC 4, qui a pour horizon de mise en œuvre 2024 à 2028, donc 5 ans. Les actions de développement qui y sont contenues sont organisées autour de 3 grands programmes qui touchent aussi bien la vie économique de la population, la vie sociale, les services publics à délivrer à la population, l'assainissement, l'environnement et tout. Et ces 3 programmes contiennent 20 projets et ces 20 projets-là sont déclinés
et en 150 actions au total à mener au cours des 5 prochaines années au profit des populations de la commune de Dangbo. Cette deuxième session ordinaire s'est achevée sur de bonnes notes avec des autorités qui se réjouissent du bon fonctionnement des instances dirigeantes de la commune. Et pour finir cette édition, je vous annonçais les couleurs de ce festival. 3 jours de manifestations pour mettre en valeur le patrimoine des Agodiers. C'est un rendez-vous annuel de promotion et de valorisation du riche patrimoine des Amazones. Un moment pour les participants de revisiter le parcours inspirant de ces braves femmes qui ont marqué l'histoire du Dahomey. Les activités entrantes dans le cadre de ce festival se sont déroulées à Boïkan. Voici les images. 3 jours de manifestation pour valoriser et promouvoir le patrimoine culturel des Agodiers. L'aventure démarrée depuis près de 2 décennies se poursuit. Le festival Agodier est un rendez-vous annuel qui offre aux participants l'occasion de revisiter le parcours ainsi que les faits marquants, la vie de ces braves femmes guerrières du royaume de Dahomey. Ces femmes pouvaient aller en une fraction de seconde en Côte d'Ivoire pour sauver une vie. Après, ces femmes ont commencé par également combattre pour sauvegarder le royaume, pour veiller sur le royaume afin que ce royaume prospère. Donc, leur véritable identité doit être révélée à la jeune génération. C'était essentiellement des femmes courageuses qui ne reculaient devant rien. Et je crois que ce type de femmes-là n'a pas disparu de notre société. Nous avons des femmes aujourd'hui qui, chacune à leur niveau, continuent de se battre dans leur secteur d'activité, qui ont des résultats. Donc, les Agodiers, nous en avons toujours aujourd'hui. Pour cette 19e édition, historiens, écrivains, artisans d'art, chercheurs culturels et autres ont encore rallié la ville Carrefour. Venus de partout sur le territoire national et même d'ailleurs, ils ont d'abord eu droit à la nuit des esprits Agodiers. Mina basindayi, nous n'adino ei Agodier. Sur l'esplanade de la mairie de Boïkon, avant la projection des films The Woman King et Agodier, des rituels de même que des libations ont été effectués. Les cérémonies ont précédé diverses animations musicales, soirées, contes et autres. Initiative de l'ONG Jeunesse Perspective Groupement JPG, le festival a aussi été meublé par un symposium. À l'occasion, plusieurs communications ont été faites. En réalité, les Agodiers peuvent être considérés comme une école où la femme est mise à sa place traditionnelle, à sa place culturelle, qui permet de montrer qu'en réalité, nous devons nous départir des idées, des stigmatisations qu'il y a autour de notre culture et mettre la femme au centre de sa position réelle. Comme les années précédentes, des hommes et femmes qui se sont fait remarquer par leurs actions au sein de la communauté ont été distingués et primés. Ça tombe comme une boule d'énergie qui vient me booster de continuer à donner de mon temps pour les autres et à porter ma voix. Déjà, je tiens à féliciter ce festival. On apprend beaucoup, la promotion, la valorisation de notre culture, les patrimoines, les richesses que nous avons tant oubliées. Et aujourd'hui, je me sens très fière et je suis une Agodie camerounaise. Avec également pour objectif de susciter chez les filles et femmes un esprit combatif et créatif, le festival Agodier édition 2024 s'est achevé par une visite au palais de la reine Tassirangui. Et c'est avec cette prière que se résume cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.